Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Donc, bienvenue à ce webinaire Booster votre parcours grâce au digital. Je suis Ina Lecomte, votre animatrice pour aujourd'hui et responsable des admissions pour le programme Master spécialisé Management Digital. Aujourd'hui, nous avons une excellente opportunité d'explorer comment cette formation diplômante et le digital peuvent être un atout puissant pour accélérer votre carrière. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous deux invités pour l'instant. Il y a une invitée et le deuxième invité va nous rejoindre très bientôt, nous espérons. Il y a un petit souci de connexion, qui sont des experts dans ce domaine. Perrine Vancé-Solier, elle est l'ex-DRH de Free, entrepreneur et fondatrice de My Digital RH. Bonjour Perrine, bienvenue. Bonjour Ina, je corrige, j'ai pas été DRH de Free, j'ai été DRH d'une des filiales du groupe Iliad sur la partie relations clients, donc des centres d'appel, voilà, pendant une bonne vingtaine d'années. Merci, merci beaucoup. Et Tony Carpentier, Tony, j'espère que tu nous entends quelque part et tu vas nous rejoindre très bientôt, qui est fondateur de Enablers, agence web marketing et organisme de formation. Tony et Perrine, et surtout Perrine, apporteront leurs connaissances et expériences uniques pour enrichir notre discussion et pour nous donner des conseils. Et de plus, nous avons également un très grand plaisir d'accueillir le directeur du Master spécialisé Management Digital et mon collègue Paul Nathan, qui vous parlera du programme et qui partagera des perspectives sur l'impact du digital dans le parcours professionnel. Paul, à toi. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir et bonjour Tony qui nous a rejoint juste un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Donc pour démarrer ce webinaire, ce que nous vous proposons, c'est tout de suite de lancer une petite question sondage. Vous verrez, il y a 3 questions sondage au cours du webinaire. Ça nous permet un petit peu de faire un état des lieux et de voir comment répondre le mieux à vos attentes. Donc, la première question sondage, on va la lancer tout de suite à l'écran. Quel aspect du digital vous freine le plus dans votre évolution professionnelle? Ça va nous permettre effectivement de cadrer vos attentes. Donc, vous allez voir cette question et vous allez pouvoir répondre et on aura les réponses en temps réel. Et bien ensuite, on démarrera directement avec quelques questions à nos invités. Est-ce que la question est à l'écran? Voilà, commencez à répondre. On vous laisse quelques secondes encore avant d'afficher les résultats. Vous voyez les votes arriver? Moi, je les vois pas non plus. Ouais. Ça mouline, on a la petite... Voilà. Donc, on voit les votes. Pour l'instant, on est sur la masse d'informations à intégrer pour rester à jour, à peu près 50% des votants. 29% pour le manque de maîtrise des nouveaux outils et 11% pour la faible visibilité en ligne et le manque d'assurance face au tout digital. Voilà, ça change un petit peu. Là, on a 45% pour la masse d'informations. Alors, effectivement, la masse d'informations qu'on peut trouver sur les espaces digitaux est assez énorme. Donc, c'est vrai que pour rester à jour et avoir l'impression d'être up-to-date, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc effectivement, ça rejoint un peu, je dirais que la question qu'on va poser, la première question que on va fermer les votes là peut-être, 46% masse d'information, 33% manque de maîtrise des nouveaux outils. Merci pour ces premiers témoignages. Donc, effectivement, la première question que je voulais poser un petit peu aux invités, référence à une citation de Francis Blanche
que j'aime bien, qui dit mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Parce que souvent, effectivement, dans le digital, on s'aperçoit qu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette et on pense avoir fait le maximum du travail quand finalement, on en a fait qu'un petit bout, un tout petit bout. Alors, la première question que j'ai envie de poser à Perrine et à Tony, c'est à votre avis, pour comprendre ce monde qui change à une vitesse vertigineuse, quel rôle peut jouer finalement notre état d'esprit? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je démarre, Tony, si ça te... Ah oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, pour moi, l'état d'esprit, effectivement, est le moteur sur lequel il va falloir vraiment miser et compter. Et pour ça, il est important de garder à l'esprit 4 principes qui, je pense, sont fondamentaux pour aborder le futur du monde du travail auquel on est tous aujourd'hui confrontés. Le premier, c'est de prendre conscience de soi, de son parcours, de ses capacités, de ses compétences, mais aussi du monde qui nous entoure et puis des tendances du monde du travail. Pour ça, je vous invite vivement à aller consulter les rapports que vous trouverez de manière pléthorique sur Internet et plus précisément, alors vous pardonnerez mon piètre accent anglais, The Future of Jobs Report du Forum mondial économique, qui dresse un tableau ultra complet sur les compétences à acquérir dans un avenir proche, l'évolution qu'on peut envisager effectivement des emplois à partir de 2025, et puis aussi qui fait un focus assez précis sur les enjeux auxquels vont être confrontées les entreprises, et notamment en termes de défis sur certaines compétences. Donc voilà, prendre conscience de soi et de soi par rapport aux évolutions du marché du travail. En rebond de ça, il faut aussi du coup se mettre dans un mindset d'apprentissage permanent tout au long de la vie. Et là-dessus, je vais pas trop creuser parce que c'est plus le sujet de Tony et on en parlera de manière plus détaillée un petit peu après. Et puis, je voulais aussi glisser ici une petite notion que j'aime beaucoup avoir à l'esprit, qui est la notion d'antifragilité, qui a été développée en 2012 par un monsieur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, et qui détermine en fait cette capacité qu'a un système, une organisation, un individu, non seulement à résister aux chocs, au stress et aux aléas de son environnement, mais surtout d'en tirer profit et de se renforcer. Alors, prospérer dans le chaos. Merci Perrine. Tony, peut-être un éclairage rapide, parce que là, Perrine, elle était très sur le macro. Est-ce que en micro, au niveau, par exemple, en tant que chef d'entreprise, quel état d'esprit tu privilégies sur les personnes que tu recrutes? Quel état d'esprit il faut avoir pour être adaptable et ouvert au changement? Yes. Ouais, alors merci. Enfin, déjà, bravo Paul de citer Francis Bloch pour une conférence sur le digital. Je sais pas si tout le monde a la ref, mais je pense que ça va être googlisé, Francis Bloch aujourd'hui. Non, l'état d'esprit, en effet, c'est ce que disait Perrine, c'est vraiment d'être toujours dans une démarche d'apprentissage et de façon très concrète, comment ça peut se passer une démarche d'apprentissage continu. Il y a différents niveaux. Il y a la lecture quand même de newsletters, de sites d'information dédiés au digital. Donc après, avec ces différentes variantes, que ce soit sur de l'IA, sur du marketing, sur de la com, sur du côté création, développement, etc. Aussi suivre les professionnels sur LinkedIn de votre secteur. Il y a la participation des webinars, comme on le fait aujourd'hui, des salons, des podcasts, des chaînes YouTube. Après, il y a des environnements dédiés, je pense, comme l'e-learning, où on a du LinkedIn Learning, du Udemy, qui peuvent servir d'avoir de la formation sur un point très précis. De façon un peu plus longue, qui existe beaucoup, il y a de la formation courte sur 2 jours, pareil, sur un sujet qui peut être améliorer son marketing en ligne, une plateforme publicitaire très spéciale comme à Google, à Meta. Et puis sinon, de façon plus large, si on vise une reconversion, on va dire presque un changement de vie, là, il y a des formations plus longues en école qui peuvent permettre justement sur un parcours de se réorienter. Donc c'est pour ça, moi perso, dans les cours que je fais, parce que alors je suis désolé, il y a eu encore un petit problème technique lorsque tu nous le présentais. Moi, j'interviens au sein des masters de l'ESCA, et c'est vrai, une chose par laquelle on commence à chaque début de cours, c'est une revue de presse. Parce que justement, ça nous oblige, moi, intervenant comme les étudiants,
à augmenter sa culture digitale, de par les échanges qu'on peut avoir par cette revue de presse, et surtout de prendre l'habitude de s'informer avec des bonnes sources. D'ailleurs, dans la toolkit qu'on vous transmettra à la fin de la session, j'ai mis des sources d'informations que je propose aussi aux étudiants pour rester up-to-date dans l'actualité et qui nous sert justement de débat après à chaque début de cours. Merci. Merci beaucoup, Tony et Perrine. Parlons des opportunités. Donc, parmi les opportunités existantes, la présence en ligne donne un vaste potentiel de visibilité. Mais vous savez, de temps en temps, quand nous parlons avec nos candidats pour l'EMS, soit ils ne sont pas très présents en ligne, peut-être sur le Facebook, Instagram, oui, mais parlant des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, pas toujours. Ou ils pensent qu'ils peuvent se limiter uniquement pour liker le post et ça donne une énorme visibilité. Perrine, Tony, quel est votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont vos conseils pour être vraiment présent en ligne, pour être visible, pour se faire remarquer? Première chose à faire, si on n'est pas très coutumier effectivement des réseaux sociaux, c'est d'aller regarder ce que font les autres et de leur piquer les idées qui vous parlent. Oui. Donc l'observation en premier lieu, hyper importante. Après, mettre à jour son profil et le travailler, c'est aussi super important. Sur LinkedIn, par exemple, je privilégierais effectivement LinkedIn. Sur ce point, personnaliser par exemple l'URL de son compte LinkedIn est une chose importante. Mettre à jour les expériences professionnelles, mettre à jour les compétences et les aptitudes. La photo, peaufiner aussi votre photo de profil, c'est hyper important. Vous avez en plus maintenant une pléthore d'outils digitaux qui vous permettent de faire ça en 3 coups de cuillère à peau et de manière quasiment instantanée et très chouette. Peaufiner aussi le titre pour qu'il soit accrocheur et qui soit parlant, qui parle de votre expertise et de vous-même. Identifier également des mots-clés, c'est important aussi pour aller alimenter et puis pour en dire davantage sur vous. Et puis après participer effectivement à des webinaires et puis commencer à publier aussi dès lors que vous avez acquis une certaine aisance et une certaine maîtrise des outils, c'est aussi important pour vous rendre visible. Merci. Tony, ton avis? Ouais, non, en complément de ce qu'a dit Perrine, en effet sur LinkedIn, parce que ça reste la plateforme référente sur le marché pour interagir avec des professionnels, c'est établir des connexions avec eux. Ça permettra de les contacter plus tard lorsque vous serez peut-être formé sur une matière spécifique, sur une expertise. Ça vous permettra aussi d'être visible quand eux, ils vont chasser quand il y a un poste qui s'ouvre. Et puis, ça vous permettra aussi que dans votre fil remonte le contenu de ces personnes référentes dans votre secteur. Et le fait de les voir, ça vous poussera aussi à voir quels sont les vocabulaires, les tendances du moment, les éléments de langage, comme on dit en communication. Donc, ça vous offrira une bonne curation de contenu. Ça aussi aidera à interagir avec eux. Bon, si des fois ces personnes, elles n'acceptent pas votre connexion, à défaut, vous pouvez suivre ces personnes sans être en réseau 1 avec eux. Et puis après, aussi toujours en complément de ce que disait Perrine, c'est commenter dans les différents posts en demandant soit peut-être un complément d'information, une ressource. En tout cas, ce qui est important, c'est quand même de rester humble. On va pas être dans la provocation, dans la confrontation, dans ce que la personne elle a dit pour faire le buzz, j'ai envie de dire, pour être remarqué. Et puis, alors en complément, pour augmenter sa présence en ligne, évidemment, c'est important aussi de communiquer. Mais pour communiquer, il faut avoir des choses à dire. Donc, il y a un chemin à réaliser. Et ce chemin à réaliser, vous pouvez le faire en ayant un parcours au sein d'une école, sur une formation longue, et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, en vous abonnant à des sources d'informations. Tout ça, ça va vous nourrir, qui va faire que vos points de vue, ils seront de plus en plus affûtés quand vous prendrez la parole, et par conséquent, ça augmentera votre présence en ligne. Donc, et ça marche. Et ça doit marcher. Et ça doit marcher. Vous pouvez aussi suivre les conseils. On vous a mis dans la toolbox que vous aurez à la fin un podcast super bien fait par une jeune femme qui s'appelle Caroline Mignot et qui vous donne une mine de conseils pour super performer sur LinkedIn. Je vous invite à la suivre. Caroline Mignot, vous retrouverez la coordonnée de son podcast
dans la toolbox à la fin. Merci beaucoup. Donc, parmi notre public, il y a quelqu'un qui est en poste, il y a quelqu'un qui souhaite faire un saut quantique de sa carrière et faire évoluer sa carrière, il y a quelqu'un qui est en recherche de meilleures opportunités pour sa carrière. Donc, nous avons parlé un petit peu de LinkedIn et surtout de réseau. Normalement, un réseau qui est bien entretenu ouvre les portes vers les nouvelles opportunités. Quels sont vos conseils pour que cette porte puisse vous amener vers l'autoroute sans péage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vraiment concrètement entretenir son réseau? C'est génial parce que ça me permet de faire le lien avec la question que posait Nadège V, qui écoute très très attentivement puisqu'elle a identifié que sur les 4 principes que j'avais annoncés, j'avais pu en dire que 3. On va positionner le 4e. Le 4e, c'est de saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Donc, quand effectivement vous faites du networking, la meilleure manière de commencer à faire du networking, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est de participer à un webinaire. Et alors, je sais pas, je crois que la plateforme Webikeo le permet pas, mais il y a un truc qui est super intéressant à faire quand vous participez à des webinaires, c'est d'aller identifier dans la liste des participants vos homologues, des personnes qui naviguent dans les mêmes sphères que vous, et de rentrer en contact avec ces personnes. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Moi, j'ai noué énormément de contacts comme ça. D'aller entamer des discussions sur LinkedIn sur le sujet du webinaire auquel vous avez participé, un point sur lequel vous auriez aimé approfondir le sujet, etc. Une autre manière aussi de networker et d'agrandir son réseau sur LinkedIn, une fois encore, c'est de poser des questions. Parfois, au début, quand on démarre sur LinkedIn, on est un petit peu timide et, moi en tout cas, c'était mon cas. La première publication sur LinkedIn, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. Mais avant d'aller publier, etc., pour créer du réseau et étendre son réseau, on peut poser des questions aussi sous les publications et interroger ceux qui publient, ceux qu'on suit sur les sujets pour qu'ils approfondissent peut-être leurs propos, développent tel ou tel point, et ça permet de rentrer en contact avec des gens et de nouer des contacts. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est et je suis très très friande de vidéos YouTube. C'est également un réseau, si on peut appeler YouTube un réseau social, oui, je crois, sur lequel je me forme énormément. Et les personnes effectivement qui tiennent des chaînes YouTube qui m'intéressent, je vais souvent les catcher ensuite sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment. Et je fais la même chose sur Instagram. Les personnes que je suis, j'essaie de les inclure dans mon réseau systématiquement également. Après, il faut user et abuser de la barre de recherche sur LinkedIn qui va vous donner accès à énormément de groupes de discussion sur des sujets qui peuvent vous intéresser et auxquels je vous invite vivement à participer et sur lesquels vous pouvez lancer des discussions. Et puis à entretenir des relations aussi nourries avec les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Donc, c'est bien d'avoir une présence quotidienne, si vous pouvez, si c'est compatible avec votre activité, une présence quotidienne vraiment sur LinkedIn pour enrichir vos contacts, lancer des discussions, participer. Ça développera vos connaissances, ça pourra aussi asseoir votre présence et puis votre légitimité sur tous les sujets sur lesquels vous allez interagir. Et puis ça vous permettra de petit à petit développer votre réseau professionnel. Alors pour faire le lien, Perrine, avec ce que tu viens de dire, comment, d'après toi, en tant que avec ta casquette de DRH ou d'ancienne DRH, comment on peut optimiser sa recherche d'emploi grâce au digital de façon vraiment efficace? Alors là-dessus, encore une fois, c'est hyper important d'être ultra présent sur toutes les grandes plateformes, de tous les job boards sur lesquels vous allez non seulement déposer des candidatures. En fait, faut travailler dans les deux sens. Il faut d'une part déposer vos candidatures sur les plateformes dédiées, et puis aussi être en chasse et en veille sur les métiers et les offres d'emploi qui sont proposées. Et là-dessus, on a quand même la chance de vivre à l'ère du digital, et en ça, le digital est un vrai plus, puisque, par exemple, en programmant une recherche d'emploi sur LinkedIn, LinkedIn va automatiquement vous pousser tous les jours dans votre boîte mail les offres qui sont pile dans le secteur et dans le créneau que vous recherchez. Vous avez aussi, ça me semble important aussi que vous vous positionnez sur des outils tels que Indeed, Glassdoor,
Si vous êtes en recherche d'emploi, je trouve que le Pôle emploi, enfin qui s'appelle plus Pôle emploi maintenant, qui s'appelle France Travail. Ouais, a fait ces dernières années des progrès phénoménaux sur effectivement la recherche d'emploi et la veille. Et c'est à souligner. Après, vous avez les classiques Monster, APEC et Cadre emploi sur lesquels aussi vous pouvez vous positionner, remplir des CV en ligne, vous rendre visible et puis chasser des emplois. Après, c'est ce qu'on disait hier avec Tony en préparant le webinaire. Il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est de suivre surtout les candidatures auxquelles vous répondez et de tenir ça dans un outil. Pour ça, Notion fait des choses absolument formidables. Notion, c'est un outil de gestion de projet qui est simple d'utilisation et qui propose d'ailleurs des templates tout prêts pour suivre les candidatures auxquelles on les emplois auxquels on postule. Il n'y a rien de pire en tant que recruteur quand on contacte un candidat et qu'il vous dit alors attendez, vous c'est quoi déjà? Ah oui, c'est la société machin. Mais on s'est déjà eu au téléphone, je ne sais plus. Je trouve que ça fait un effet absolument déplorable quand on recontacte des candidats. Donc voilà, c'est important de s'organiser, de structurer sa recherche d'emploi et de se doter des outils donc comme Notion ou Trello pour tracer tout ça. Il y a une question pour toi, Perrine, ou pour Tony, de Jérémy. Comment se positionner quand on a plusieurs casquettes à mettre en avant? Dans son cas, il est étudiant, salarié, alternant et entrepreneur. Moi, je trouve ça génial et faut pas hésiter à le dire. Je trouve que la multicasquette est aujourd'hui plus que jamais et le sera encore plus dans le futur quelque chose sur lequel il va falloir capitaliser. Donc, grand bien vous fasse et c'est génial si vous avez effectivement toutes ces casquettes. Ah, la question a disparu, donc je peux pas reprendre les détails. Bon, bref, si, voilà. Étudiant, salarié, alternant, entrepreneur, mais génial. Vous êtes la personne qu'il faut qu'on embauche parce que c'est génial d'avoir compris qu'il faut vous positionner sur la totalité de ces créneaux-là et dans un monde où de plus en plus on va exiger de la polycompétence, etc. Vous êtes sur le bon créneau, donc mettez-le en avant. Effectivement, c'est multicasquette. Alors, on va peut-être lancer une seconde question sondage. Qui concerne cette fois-ci un autre aspect, c'est-à-dire avoir la baguette magique et savoir quel serait finalement le super pouvoir digital que vous souhaiteriez avoir pour booster votre carrière s'il existait un super pouvoir. Donc, à vos votes, mesdames et messieurs, pour qu'on puisse continuer nos échanges et notre discussion. Pareil, je vois pas l'évolution des votes, mais c'est en cours. Ouais. On verra après, ouais, ça mouline. Voilà, ça avance. Il y a beaucoup d'automatisation, automatiser toutes les tâches administratives ennuyeuses. Ça, si on avait une baguette magique, ça serait quand même fabuleux. Il y a des baguettes magiques qui existent. Il y a des baguettes magiques qui existent. Il y en a, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup, mais il y a des choses formidables. Un des premiers hashtags que vous pouvez suivre sur LinkedIn, si c'est des sujets qui vous intéressent, les automatisations, c'est justement tous les outils no-code. No-code, low-code comme Make qui vous permettent d'interfacer plusieurs applications et d'automatiser des choses formidables. On va pouvoir fermer les votes. Donc, on a 35% effectivement des personnes interrogées qui effectivement mettent en avant l'automatisation des tâches administratives ennuyeuses. 30% pour apprendre de nouvelles compétences numériques instantanément. Donc ça serait le deuxième vœu. Et puis ensuite, à égalité, la visibilité en ligne parfaite et le réseautage avec des professionnels clés du monde entier, parce qu'effectivement, le digital ouvre les portes, toutes les portes, à qui sait les ouvrir. Merci en tout cas pour ces éléments. Alors, la prochaine question que je souhaitais poser, c'était justement quand on veut travailler dans le digital, comme beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, de nos internautes, mis à part les diplômes, est-ce qu'il existe d'autres moyens
pour démontrer la légitimité de son expertise. Alors, Tony, peut-être? Oui. Ouais, alors il y a vraiment un moyen qui est important et alors important pour moi et mon activité. Au sein de Enablers, on a une activité d'organisme de formation et notre particularité, c'est justement de préparer aux certifications professionnelles. Donc les certifications professionnelles, ça peut être des certifications d'éditeurs, par exemple la certification Google Ads, Google Analytics, Meta, SEMrush, tout ce qui va être Adobe pour Photoshop, InDesign, des certifications Scrum pour de l'agilité. Il y a aussi des certifications Microsoft Excel pour montrer qu'on a des compétences sur Excel. Donc ça va vraiment répondre à ce besoin de formation, comme tu le disais, très ciblé, plutôt ciblé, où en plus d'acquérir une compétence, on va pouvoir la valoriser au sein de son profil LinkedIn en l'ajoutant à la partie licence et certificat. Évidemment, vous pouvez l'ajouter à votre CV, hein, au-delà de votre profil LinkedIn. Et puis, quand vous l'obtenez, ce certificat, vous pouvez aussi en faire un post pour le promouvoir. Donc, ça permet de faire savoir à tout votre réseau que vous êtes dans l'acquisition de ces compétences très spécifiques. Et ces certificats, ils sont intéressants parce que ils permettent d'endosser les marques référentes dans le marché, Google pour le search, Adobe par exemple pour la communication. Et ça permet, alors c'est pas parce que vous avez ce certificat que vous allez être une star, par exemple en Google, ou que vous allez être un infographiste hyper demandé, mais par contre ça permet quand même de valider que vous avez la connaissance du vocabulaire, la compréhension de l'écosystème, et puis aussi ça démontre que vous êtes dans cette démarche d'autonomie, comme on disait tout à l'heure. C'est important d'être autonome dans son apprentissage et que vous allez vous-même vers la connaissance pour l'acquérir et aussi la mettre à jour. Donc c'est vraiment un point, c'est vraiment un plus d'avoir ça sur son profil. Et Tony, mis à part les certifications, on a quand même beaucoup de choses en ligne aujourd'hui qui sont gratuites. Il y a beaucoup de tutoriels avec lesquels on peut se former assez rapidement sur à peu près tout. Et j'allais dire n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà accessibles gratuitement aussi. Alors, dans les formations en ligne, moi j'aime bien le training, le snacking. Moi, je sais que je suis adepte de LinkedIn Learning, où vous avez des formations d'1 heure et en effet, vous pouvez snacker un peu une formation sur plusieurs fois. Et c'est bien sur des sujets un peu pointus. Il y a aussi Udemy, qui est une super plateforme qui propose un contenu assez vaste de formation et toujours pareil sur ce côté très ciblé. Et puis après, on va dire, j'allais dire un petit peu plus amateur et peut-être un petit peu plus influenceur dans le mauvais sens du terme, je vais dire. C'est des tutoriels qu'on peut retrouver aussi sur du YouTube, par exemple. Ok. Merci beaucoup, Tony. J'ai aussi une question. Quels sont d'autres tips et d'autres conseils pour exposer mes réalisations et mes expertises en ligne? Alors, dans les domaines créatifs, on a des plateformes comme Behance, par exemple, qui sont assez répandues pour montrer ce qu'on appelle un book. Pour des métiers plus marketing ou plus dev, ça va plutôt être des projets qu'on va démontrer. Donc ces projets, on peut en écrire quelques lignes sur le CV ou sur un profil LinkedIn, ce qui permettra de développer et d'expliquer le projet lors d'un entretien avec un candidat ou lors d'un entretien avec un prospect, si on est plutôt dans une démarche entrepreneuriale. Alors évidemment, on peut le faire aussi avec un blog ou sur les réseaux sociaux pour démontrer cette expertise. Donc, on va vite être dans la création de contenu. Donc, attention, parce que la création de contenu, si je parle d'un blog, c'est assez exigeant en termes de régularité, de qualité, de quantité de contenu à produire. Mais c'est vrai qu'on va dire que c'est le Graal. Mais, évidemment, comme son nom l'indique, le Graal, c'est pas accessible à tous, sinon ce serait trop facile. Donc, attention avant quand même d'aller dans cette démarche, je pense notamment de blog ou de vlog, c'est en effet d'avoir cette exigence. Je pense notamment dans les années 2012, quand le mobile naissait, quand la publicité sur smartphone démarrait, il y avait un étudiant qui avait monté un blog sur le mobile et il avait fait un truc tout bête, c'est qu'il récapitulait sur un même endroit toutes les stats marchés qui existaient.
Donc, par exemple, il y a combien d'utilisateurs Android versus Apple? C'est quoi les chiffres de la publicité sur mobile? Par appareil. Donc, toutes ces statistiques, on cherche toujours quand on s'intéresse au secteur. Et par conséquent, il captait un trafic de hyper qualitatif. Il était hyper visible auprès du marché alors qu'il n'était qu'étudiant. Et ce qui fait que quand il est sorti d'études pour trouver un job, c'est hyper facile. De nom, on le connaissait. Ah oui, c'est excellent. Mm. Alors, une autre question justement un petit peu qui peut être intéressante pour nos auditeurs, c'est si quelqu'un voulait tester son marché, par exemple, justement, tu parlais de différents marchés, quelles seraient les différentes modalités de travail qui puissent être offertes par le digital? Peut-être, est-ce que tu peux donner un panorama des différentes façons de travailler grâce ou avec le digital? Alors avec la célèbre première modalité à laquelle on pense tous, effectivement, c'est celle qui a malheureusement été mise en lumière pendant la pandémie du Covid, c'est le télétravail. Sans télétravail, je sais pas comment effectivement un certain nombre d'entreprises auraient pu passer à travers cette crise. Mais voilà, faut qu'on ait conscience effectivement de vivre une époque absolument dingue, encore une fois, de ce point de vue-là, avec des outils qui permettent de travailler aussi d'à peu près n'importe où. Donc de télétravailler depuis une plage à Bali ou depuis chez soi en région parisienne, aujourd'hui c'est faisable. Et on n'est plus limité par la géographie aujourd'hui dans ces recherches d'emploi. Le digital permet aussi d'explorer le freelance, de se mettre à son compte et on a observé effectivement au cours des 10 dernières années une explosion. Alors j'ai pas pensé à aller regarder les chiffres. Alors j'ai un chiffre. Ouais, vas-y. J'ai un chiffre parce qu'en fait ça date de ce matin. J'ai vu une étude qui dit que sur la génération Z, donc les 16-26 ans, 72% des 16-26 ans envisagent de travailler en freelance à un moment ou à un autre. Donc c'est juste phénoménal, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu dis, c'est une explosion. C'est une véritable explosion et ça en dit long effectivement sur, encore une fois, le mindset, l'état d'esprit effectivement de cette jeune génération qui a bien intégré toutes les possibilités offertes par le digital. Et là-dessus, des plateformes comme Upwork ou Malt, qui sont parmi les plus répandues, permettent effectivement d'aller assez simplement créer un profil, identifier son expertise, ses compétences, etc. Et voilà, dans la journée ou dans les quelques jours qui viennent, vous pouvez tout de suite démarrer et très très facilement une activité grâce au digital, quoi. Toujours dans cette même idée d'entrepreneuriat grâce au digital, vous pouvez aussi, il a jamais été aussi simple que de monter un business en ligne aujourd'hui. On est tous assaillis quotidiennement par des offres de formation en veux-tu en voilà sur tout un tas de sujets. Donc les outils digitaux couplés avec une autre grande révolution et qui est peut-être encore plus importante que le digital, qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les deux combinés permettent effectivement de monter des activités et des business en ligne extrêmement rapidement, de créer des blogs effectivement extrêmement rapidement, de monter un e-commerce extrêmement rapidement en ligne aussi. Il y a une plateforme, si voilà, pour ceux qui seraient intéressés par le e-commerce et qui auraient des choses formidables à vendre, une application comme Shopify vous permet en une demi-journée d'avoir drafté un site de vente en ligne. Voilà, donc il y a vraiment une infinité de possibilités pour tester ces idées sans y passer 6 mois. Voilà, donc on a la possibilité très rapidement maintenant de. Très bien, merci Perrine. On a 2-3 questions qui nous viennent, donc je vous les livre rapidement. Une question de Céline. Udemy est-elle une plateforme accessible gratuitement? Donc Tony. Oui, tout à fait. Udemy, vous pouvez le rechercher sur le web. La plateforme, Voilà. elle est ouverte à tous. La plupart des formations ont déjà une petite partie gratuite pour y prendre goût. Et après, il y a très souvent des promotions qui font que les formations, elles coûtent moins de 20 € très souvent. Ensuite, est-ce que, Patricia demande, est-ce que tu as des recommandations de plateformes qui proposent des certifications courtes en droit ou en comptabilité?
Droit comptabilité, non, je ne connais pas. On n'en connaît Connais pas. pas. Donc, Agnès. Alors après, c'est pas certifiant, mais évidemment, tout ce qui est LinkedIn Learning, Udemy, on va retrouver du contenu, mais elles ne seront pas certifiantes derrière avec un éditeur. Et Agnès qui nous livre aussi la piste des MOOC sur la plateforme Fun, France Université Numérique, où il y a un certain nombre de MOOC qui sont effectivement accessibles en ligne. Voilà sur les questions. Ina, c'est à toi. Merci beaucoup. Tony, tout à l'heure, tu as mentionné l'importance de bon contenu. Donc, le contenu ne doit pas être n'importe quel. Perrine, j'ai une petite question. Quelles sont tes recommandations pour que le contenu puisse me mettre en valeur? Alors, quand il s'agit effectivement de poster du contenu, c'est toujours un grand moment. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, la première fois qu'on poste, on est toujours un petit peu fébrile. Et moi, ce que je fais très régulièrement pour poster et avant de poster sur LinkedIn, c'est que je brainstorm avec l'intelligence artificielle. Ça permet de creuser, de tester son idée. Encore faut-il effectivement savoir comment lui parler à cette intelligence artificielle et ce qu'on peut en tirer. Et pour ça, je vous ai mis dans la toolbox un prompt qui vous permettra d'identifier des idées de contenu sur lesquelles vous pourrez rédiger, concevoir et présenter vos idées à poster ensuite sur les réseaux sociaux. Un prompt, pour les gens qui connaissent pas, un prompt, c'est quoi? Alors, oui, pardon. Un prompt, c'est une question, une phrase que vous rentrez dans une discussion pour que l'outil de l'intelligence artificielle vous réponde et vous retourne des éléments de réponse, des idées, des questions aussi pour affiner votre besoin. C'est une discussion, comme vous avez l'habitude vous utilisez quotidiennement WhatsApp pour discuter avec votre entourage. Un prompt, c'est la question que vous allez poser et à laquelle l'outil d'intelligence artificielle vous répondra aussi simplement que si vous discutiez avec votre copine, votre papa, votre sœur, etc. Et pour rebondir là-dessus, il y a aujourd'hui un nouveau métier qui est en émergence qui s'appelle les prompt managers, donc des gens qui vont être spécialisés dans la manière de rédiger effectivement ces questions magiques pour tirer la quintessence de ce que peut nous livrer une IA. Exactement. Et ça permet. Oui, juste encore une petite question. Est-ce que tu peux nous donner à toutes et tous un exemple concret des questions et de petites discussions que tu peux amener avec cette fameuse intelligence artificielle quand tu veux la brainstormer? Un exemple. Exactement. J'ai mis l'exemple. Je vous ai mis un prompt complet dans le document qui vous sera communiqué et qu'on vous donnera à la fin. L'idée, en fait, c'est de faire appel à l'application, à l'intelligence artificielle, en lui demandant des conseils, et vous aurez la phrase exactement à mettre dans l'outil et qui vous permettra d'entamer cette discussion et d'identifier ce sur quoi vous pouvez poster. Après, en type de contenu, vous avez différents types de contenus que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux, du contenu éducatif, type article de blog, des vidéos, des tutoriels, ce genre de choses. Informatif aussi, sur la dernière tendance, le dernier article qui vous a intéressé, la chose qui vous a marqué tout récemment. Du contenu inspirant aussi avec des histoires de réussite. J'aime beaucoup les histoires de réussite et les profils inspirants et plus précisément les profils qui n'ont pas forcément eu du succès immédiatement. Mais qui ont commencé effectivement à rencontrer des difficultés et des difficultés majeures avant de réussir à rebondir. Et je trouve que c'est plus la manière dont ils ont rebondi que leur réussite en soi qui je trouve est intéressante. Absolument. Donc du contenu interactif aussi, publier des sondages, poser des questions, encore une fois, poser des questions et entamer des interactions avec votre audience, publier des quiz, des enquêtes, ce genre de choses. Alors, on a deux questions d'Emmanuel qui demande à Perrine et Tony, avez-vous déjà suivi des formations vous-même en IA? Non. Non, mais vous avez tout ce qu'il vous faut sur YouTube. Et là-dessus, vous pouvez suivre la chaîne YouTube en français extrêmement bien faite d'un garçon qui s'appelle Ludo Salen. L-U-D-O de son prénom, et Salen, S-A-L-E-2-N-E, qui est absolument fantastique et qui décortique tout sur ChatGPT. Lui, son créneau, c'est surtout ChatGPT. Mais une fois que vous avez compris comment parler à ChatGPT, vous avez compris comment parler à toutes les intelligences artificielles ou presque.
Tony, tu voulais peut-être répondre Oui, non, alors moi alors je suis vraiment utilisateur de ChatGPT, etc. Et comme tout le monde, je trouve ça fascinant. Et du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et il y a des bonnes formations sur LinkedIn Learning, donc qui sont faites en plus en français, qui expliquent les concepts et ChatGPT. Et moi, Mhm. justement, Udemy, tout à l'heure, on parlait des promos, etc. J'en ai pris une aussi sur Udemy euh, qui dure à peu près 3 heures, si je dis pas de bêtises, qui est aussi en français. Il y en a plusieurs, mais ce qui est bien, c'est que sur des plateformes comme Udemy, elles sont notées avec des avis, donc ça permet d'en sélectionner qui nous vont bien. On a aussi accès au programme. Et puis après, comme le disait Perrine, aussi, il y a Ludovic Salen, en effet, sur YouTube, qui est intéressant. Alors, moi, je suis pas YouTube, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a toujours ce côté, comme on peut voir sur les réseaux sociaux avec TikTok, j'ai les 3 meilleurs prompts GPT et le dernier est génial. Puis entre le 2 et le troisième, il y a n'oublie pas de t'abonner. Bon, je trouve ça un peu, il y a moins de structure pédagogique. Donc c'est pour ça que j'aime bien moi tout ce qui est LinkedIn Learning, Udemy ou de la formation très courte sur des problèmes, parce que ça permet d'aller vite sur de l'acquisition, sans on va dire le côté commercial qu'on peut avoir à Oui. côté. Donc on va un petit peu plus droit au but. Mais Et évidemment, c'est ensuite, payant. Et ensuite, on a une autre question d'Agnès qui rejoint peut-être la première question qu'on a eue, mais voilà, si on peut l'aider, Agnès, on va le faire avec plaisir. Quel conseil donneriez-vous à Agnès pour optimiser son profil LinkedIn, puisqu'elle a eu plusieurs vies professionnelles, elle était dans l'optique, et puis là, j'imagine qu'elle souhaite se reconvertir vers une autre voie. Euh, Comment pourrait-elle se présenter au mieux dans son profil? Est-ce qu'il faut qu'elle expose tout ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut peut-être être un petit peu sélectif. Et après, sur LinkedIn, c'est génial de présenter ce qu'on a fait et son passé. C'est aussi et plus intéressant surtout de se focaliser sur l'avenir et de ce vers quoi on est en train de s'orienter. Donc c'est très bien de capitaliser, mais il faut peut-être pas. Si c'est aussi, enfin voilà, s'il y a énormément de choses extrêmement différentes, c'est bien de le mentionner. Ça permet de montrer toute la diversité, toute la richesse de votre profil. Mais après, si vous savez pas quelle orientation prendre et sur quoi vous orienter, on regarde droit devant et on dit surtout ce vers quoi on s'oriente et ce qu'on développe actuellement. Alors justement, ça fait le lien avec la prochaine question que je vais poser à Tony, c'est les conseils que tu pourrais donner pour bien définir et développer sa marque personnelle. On parle souvent de branding, de personal branding sur les réseaux sociaux. Quels sont les conseils que tu pourrais prodiguer, et puis bien sûr à Tony et puis à Perrine? Yes. Alors, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour son personal branding, il est facile, enfin, il est très accessible de créer du contenu. On vient de parler de ChatGPT, pour l'image, il y a du Midjourney. C'est vrai que ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui que de créer du contenu. Alors, ce qui est fascinant, moi, je trouve, dans ces outils d'IA, justement, c'est qu'ils facilitent ça. Mais ça nous oblige, justement, dans la qualité du prompt. Tout à l'heure, on parlait de ça. Le prompt, c'est on va donner une instruction à une machine. Mais en fait, ça nous oblige à bien briefer. Quand on briefe une agence, on briefe un fournisseur, on briefe quelqu'un en interne, on va lui donner des instructions. Et quand on donne des instructions, il faut être très clair sur son objectif, sur ce qu'on attend. Donc en fait, ça demande beaucoup d'intelligence de bien briefer parce que c'est revenir à un côté beaucoup plus stratégique que d'être dans la production et l'opérationnel. Donc je trouve que l'intelligence artificielle, c'est une vraie opportunité pour nous, humains, de monter d'un niveau. Enfin, je le dis de façon un peu directe, mais ceux qui vont disparaître ou ceux qui vont disparaître, c'est plutôt dans de la production peu qualitative. Mais par contre, si vous êtes toujours sur la stratégie de contenu, bah là, au contraire, vous allez encore plus vous éclater parce qu'on pourra faire plus de choses avec les mêmes ressources humaines et les mêmes ressources financières. Donc, nous, ce à quoi ça nous pousse, c'est d'être plus pertinent, de se différencier, parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je pense que vous le savez, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, c'est que l'IA, c'est pas une énorme base de données qui nous sort la vérité de ce qu'elle a trouvé sur le web, c'est que elle va venir probabiliser quelle est la suite de mots. Donc, en fait, ça veut dire quoi? L'IA, elle vous donne ce qui a le plus de chances d'arriver dans une phrase ou une réponse à un prompt. Donc, pour se différencier, faut être encore plus original.
Donc, c'est ce travail qui va nous être de plus en plus demandé. Et c'est bien parce que la créativité, c'est l'originalité de l'homme. Alors, attention aussi dans son personal branding à être humble. C'est évidemment de ne pas avoir réponse à tout. C'est ce qu'on disait Oui, tout à l'heure un petit peu dans les interactions. C'est plutôt être dans le questionnement, plutôt être dans la demande de ressources, mais pas commencer à donner des leçons à la terre entière en disant qu'ils ont rien aux compris, qu'ils ont experts. has-been. Ça, c'est attention à ça. Oui, les experts en intelligence artificielle. Oui, faut vraiment faire. Ouais, il y a C'est sur tellement toute mode, récent. voilà. C'est effectivement tellement récent. Alors pour votre personal branding, un truc tout bête, hein, regardez ce que dit Google de vous. Tapez votre nom dans Google et voyez ce qui remonte. Donc c'est quand même le premier réflexe qu'on a quand on va quand on a quelqu'un qui candidate à nous ou même quand on va travailler avec quelqu'un. Et puis de façon un petit peu plus prosaïque, hein, sur un profil LinkedIn, on va y apporter du soin. Donc on va mettre une photo professionnelle et pas celle d'un mariage où on portait un beau costume et on se dit tiens c'est cool, mais derrière la déco elle est pas adaptée à un réseau professionnel tel que LinkedIn. Pensez aussi à mettre une bannière, pas à mettre une bannière par défaut. Ou alors ce matin, je voyais quelqu'un avec qui j'ai des interactions professionnelles qui avait une plage derrière sa bannière. Donc, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. On se dit, on va pas avoir la personne qui est le plus dans un mood hyper professionnel et tendance. Faites attention à avoir un niveau de relation, on va dire, de plus de 500, parce que ça montre justement si vous avez un certain cercle professionnel, que vous êtes dans cette démarche de vous connecter, d'apprendre, d'échanger, et c'est quand même l'esprit du digital, parce que ce qui est fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est la démarche qu'il y a derrière, c'est pas le fait de créer une entreprise. On peut être salarié et avoir cette démarche entrepreneuriale. Et justement, c'est ce que nous permet le digital, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire, j'ai pas les moyens, je ne sais pas, je n'ai pas le bon logiciel. Tout est accessible, donc plus d'excuses. Maintenant, c'est à nous de bouger. On peut pas attendre en se disant que c'est la faute des autres. Là, franchement, digital, ça marche très peu. Et pour en revenir à LinkedIn, donc sur les descriptifs, être très clair dans ce que vous avez fait. Donc avec peut-être des listings à puce, évidemment pas de faute d'orthographe ou pas de coquille. Bien relier votre expérience professionnelle à une page entreprise qui existe. Si par exemple vous avez travaillé à l'ESCA, vous mettez l'ESCA, mais c'est pas le logo l'ESCA de la page entreprise, ça démontre pas une super appréhension des outils digitaux. Donc n'hésitez pas à vous faire relire, que l'extérieur soit critique avec vous, avec votre profil pour justement l'améliorer. Voilà. Tu veux ajouter des choses, Perrine, sur le branding? Non, ça me semble. Non, il a tout dit. Bon, super. Donc, on va pouvoir passer à la question sondage, la dernière question sondage. Hein, le temps passe vite, mais effectivement, on va vous questionner, on va ouvrir la dernière question sur finalement votre principale motivation. Quelle est votre principale motivation pour intégrer le digital dans votre parcours professionnel? Si vous êtes aujourd'hui avec nous dans ce webinaire, c'est que forcément, vous vous interrogez d'une manière ou d'une autre sur votre parcours professionnel, sur ce que vous avez déjà fait, sur ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous voulez vous projeter, quel que soit votre âge ou votre secteur d'activité. Donc, voilà, on va être très curieux de voir un petit peu vos réponses. Et là, on voit qu'il y a une forte majorité, je dirais 71%, sur la mise à jour des compétences, voilà, qui baisse un peu, ça bouge, c'est en train de bouger, mais on a quand même une majorité sur la quatrième réponse, donc mettre à jour mes compétences en me formant pour provoquer des opportunités de carrière et changer de domaine. Alors que les autres, effectivement, les autres items sont un petit peu plus minoritaires. Travailler de manière plus flexible et autonome, 26%. Développer mon projet ou mon entreprise, 16%. Et contribuer à des projets innovants et avoir un impact, 11%. Donc, effectivement, la mise à jour de ces compétences est un point effectivement assez important. Ina? Merci beaucoup. Paul, j'ai une question à te poser. D'accord?
Le nom de notre webinaire est « Comment booster votre parcours grâce au digital ». J'ai une question concrètement à toi parce que tu es le directeur du MS. Comment booster son parcours grâce au master spécialisé management digital de l'ESC Executive Education? Quelques tips. Alors, effectivement, pour rejoindre d'ailleurs finalement la réponse au sondage et les gens qui sont en attente un petit peu de réponses pour rebooster leur parcours, il y a différents domaines. Hein. Tony l'a dit, Perrine aussi. On a un certain nombre de programmes qui peuvent être, en plus de tout ce qui existe effectivement sur les plateformes, on a des programmes courts et des programmes diplômants qui peuvent être accessibles de façon assez facile sur tout ce qui est programme court à l'ESCA, sur tous les items qu'on a abordés, la visibilité, les tutoriels, le freelancing, etc. Bon, on a un certain nombre de choses qui sont déjà disponibles. Donc là, vous pourrez contacter Ina. Donc c'est des programmes courts sur 1, 2, 3 jours. Ça peut être aussi des programmes sur mesure. Après, sur les programmes diplômants, effectivement, on a développé donc depuis pas mal d'années un master spécialisé, donc qui vous donne un niveau Bac+6, qui s'appelle Manager Digital et qui vous permet d'avoir une vision assez complète de tout ce qu'on a vu en un an et qui vous donne effectivement un diplôme. Alors, ce master, c'est l'occasion finalement pour vous d'avoir le rôle d'un généraliste, d'un chef d'orchestre. Parce qu'en fait, ce qu'on a dit déjà, c'est que dans le digital, dans l'intelligence artificielle ou dans tous ces domaines-là, on a beaucoup de gens qui se proclament experts, mais ce dont on a, je pense, le plus besoin, c'est effectivement de gens qui aient une vue systémique des choses et qui vont pouvoir finalement orchestrer le digital au service de la marque. Donc, d'avoir un petit peu une vue d'hélicoptère de toutes les spécialisations. Donc, c'est un peu l'objectif du programme. Donc, la 11e promotion de ce programme va démarrer le 14 octobre prochain. Elle est ouverte et accessible à des Bac+4, des Bac+5 et même à des Bac+3 s'ils ont 3 années d'expérience professionnelle. Donc, ce qui permet finalement d'avoir aussi la possibilité de suivre ce programme tout en étant salarié, ce qui est quand même assez pratique, puisque en fait les personnes peuvent nous rejoindre le vendredi et samedi en cours, en présentiel. Et le reste du temps, ils peuvent travailler dans leur entreprise ou avoir une activité professionnelle. Donc, c'est complètement compatible. Que vous dire de plus? On a ce programme, il fait 424 heures de cours. Donc, c'est un gros investissement. On a un gros tronc commun qui s'appelle les clés du digital qui va vous permettre d'avoir une vision vraiment très précise de tout ce qu'on a déjà évoqué au cours de ce webinaire. Et ensuite, vous avez 2 spécialisations au choix. Il y en a une qui est plus macro, qui s'appelle transformation digitale, donc qui va vous donner toutes les clés pour finalement transformer une marque ou avoir une roadmap assez claire. On n'a pas parlé de data, mais bien sûr, les data sont au cœur de tout le système. Par rapport à l'ADN de la marque, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis la 2e spécialisation, elle s'appelle Business Développement, e-commerce et entrepreneuriat. Donc c'est plus une spécialisation finalement de faire que de faire faire. Et puis pour finir, je vous dirais que ce programme, il intègre aussi une learning expédition. Donc ça veut dire qu'on part une semaine à l'international pour confronter un peu le digital, l'innovation, l'entrepreneuriat dans d'autres cultures. Il est également parrainé par une grande marque. Cette année, on est effectivement parrainé par une grande marque. Il y a une thèse professionnelle et enfin, il y a tout un système de networking qui est organisé puisque à l'ESCA, ce webinaire est organisé par l'ESCA Business Hub et à l'ESCA Business Hub, on organise de façon récurrente des événements digitaux et des événements physiques pour générer du networking et pour vous donner l'occasion finalement de provoquer vous-même
des opportunités professionnelles. Je crois que c'est ça qui est important. Donc, pour en savoir plus sur ce programme, on aura très prochainement, je crois que c'est mardi, si ma mémoire est bonne, on aura une session en ligne qui sera mardi 12 mars, voilà. Mardi 12 mars, une session en ligne d'1 heure pour vous présenter de façon très, très approfondie le contenu. Alors, je vois qu'on a des questions. Les programmes proposés par votre organisme peuvent-ils être financés par le CPF? Transition Pro, absolument. Donc, on peut tout à fait, en tout cas, le master spécialisé, il est bien sûr finançable à la fois par le CPF pour une partie et par Transition Pro, puisqu'il est RNCP 7, donc il est ouvert à tous les financements. Il est également ouvert à l'alternance. Les formations sont-elles exclusivement dispensées en présentiel? Alors, pour les formations courtes, Ina, tu peux peut-être répondre, mais elles sont pas uniquement en présentiel. Je crois qu'il y a les deux. Nous avons les formations courtes qui sont en présentiel et selon la demande, il y a aussi certaines formations courtes qui sont en distanciel. Mais dans la plupart des cas, ils sont en présentiel. Mais nous pouvons construire une formation sur mesure en distanciel pour vous, pour votre société. Voilà. Et pour le MS, c'est en mode hybride, puisque, comme je le disais, vous avez cours physiques toutes les 2 semaines, parce que c'est important d'avoir un esprit de promotion quand on reste 1 an sur un programme. Et après, on a beaucoup de travaux qui se font effectivement à distance. Voilà, donc n'oubliez pas, ceux qui souhaitent s'inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire sur la session d'info de mardi. Et là, je vais tout de suite, puisque je vois que le temps avance, afficher la fameuse toolbox dont on vous a parlé tout au long de ce programme, pour que Perrine et Tony puissent commenter. Voilà, j'espère que vous voyez bien cela à l'écran, et je laisse la parole donc à Perrine et Tony pour commenter ça. C'est tout petit, c'est possible de... Je scroll, mais... Ouais. Moi, je la vois plus. Ah, alors attends, on va repartir. Et est-ce qu'elle sera adressée à nos participants ou pas? Bien sûr, bien sûr. Génial. Je l'ai pas, mais je vais la voir. Il y a quelque chose qui est en cours, mais c'est bon. C'est bon. Par contre, c'est petit. On peut pas faire plus gros, mais de toute façon, ils l'auront. Bon, donc, oui, on voit les titres. Voilà. Oui. Peut-être que tu peux donner quelques commentaires et de toute façon, on va envoyer le document. Oui. Ça, c'est un document du coup qu'on vous a concocté avec Tony et qui récapitule un certain nombre d'éléments et d'outils digitaux, bien évidemment, sur lesquels vous pouvez capitaliser et à partir desquels vous allez pouvoir construire et développer votre réseau, votre parcours professionnel, votre avenir, identifier votre avenir. Donc, on vous a mis des exemples de type, des exemples d'outils digitaux. Alors, c'est très petit, mais il y a des outils de gestion de projet, des outils d'intelligence artificielle. Vous l'avez compris, c'est notre dada. Des outils aussi qui vous permettent de travailler votre photo de profil. Voilà, et tout un tas d'outils digitaux à disposition, des sources d'informations également que vous a récoltées et indiquées Tony. Alors, c'est tellement petit. Et après, c'est des associations métiers, parce que les associations métiers, elles produisent beaucoup de contenu, donc c'est intéressant de s'y inscrire pour récupérer des livres blancs, être invité à des webinaires, etc. On vous a mis 2 gros prompts, un qui vous permet d'identifier et de brainstormer avec l'intelligence artificielle pour identifier votre avenir professionnel et ce vers quoi il serait intéressant que vous vous orientiez. Et puis un second prompt qui va vous aider à identifier des sujets de contenu à publier sur les réseaux sociaux pour développer votre présence en ligne. Et enfin, on vous a mis aussi une petite série de podcasts. Je crois qu'il y a 4 chaînes de podcasts qui vous permettent aussi d'explorer le domaine du digital et de performer en ligne. Voilà. Je crois qu'il est 12h31, on a été... On a été encore très très bon. Voilà, je réponds rapidement à une question.
Alors, pouvez-vous nous envoyer ce document, puisqu'il n'est pas lisible à l'écran, bien sûr, vous allez l'avoir, donc il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Merci pour les compliments, Tony, Perrine, voilà, ce webinaire a plu à beaucoup de gens. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à préparer ce webinaire. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup, Tony. Et bien sûr, Ina, pour vos contributions et votre disponibilité. Et donc, avec SK Business Hub, nous vous disons à très, 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 très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.